On se retrouve tout de suite avec cette fameuse keynote dédiée à l'entreprise responsable. 50 ans après le discours d'Antoine Riboud, voici Jennifer Labattu d'Arbas, Yanis Ganouni et Jules Julien, toujours sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, ils nous rejoignent. Super. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et bienvenue à la keynote donc, sur le discours d'Antoine Riboud 50 ans après. Donc, le 25 octobre 1972, Antoine Riboud, qui était alors le patron du groupe Danone, s'exprimait devant les assises du patronat français à Marseille dans un discours qui a marqué son époque. Il défendait la nécessité pour un chef d'entreprise de faire non seulement de la croissance, mais aussi de rechercher le bien-être des salariés et de prendre en compte l'impact de son activité sur l'environnement. Donc, il parlait de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, et en ça, il était, je crois, précurseur. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de dissociation entre la performance et la durabilité sociale et environnementale. Et nous allons parler de ça donc, avec Yanis et Jules. Yanis, qui est le président des Juniors Entreprises de France. Donc, Yanis, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que sont les Juniors Entreprises ? Oui, alors merci Jennifer. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Yanis Ganouni, je suis le président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Alors, qui dans cette salle connaît les juniors entreprises? Alors, ça va, on a 2/3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une junior entreprise, c'est quelque chose qui a été créé il y a maintenant plus de 50 ans, donc un petit peu plus vieux que le discours. Et donc, ce sont des étudiants en association du monde de l'enseignement supérieur qui vont se réunir pour réaliser des missions de conseil aux entreprises. Et donc, ils vont réaliser, en fonction de leurs expertises, des missions pour répondre aux problématiques des clients. Et donc, du coup, ce concept, il était, il y a maintenant 54 ans, mis sous forme de confédération. Et aujourd'hui, c'est 200 juniors entreprises en France, 25 000 étudiants, dans plus de 77 départements. Merci beaucoup Yanis. Donc ce que je te propose, c'est que... Alors on ne va pas vous lire le discours en entier parce qu'il fait à peu près 20 pages, sauf si vous avez le temps et que vous n'avez rien à faire après, mais je crois qu'on a un timing. Donc on va vous lire des extraits qu'on a sélectionnés avec Jules. Et Yanis, on va te demander évidemment qu'est-ce que tu penses de ces extraits, quels impacts ils ont aujourd'hui et surtout quels impacts ils ont sur la nouvelle génération, sur les jeunes, puisque nous, avec Jules, ça y est, on est déjà des personnes âgées par rapport à Yanis. Donc, première phrase, Yanis, et c'était l'introduction du discours d'Antoine Riboud. Il n'y a qu'une seule terre, on ne vit qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, je vous retournerai évidemment aussi la question pour vous, mais moi, ça m'évoque deux choses. La première, c'est, bien que ça soit il y a 50 ans, on a cette notion d'urgence qui ressort évidemment. Et moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans cette phrase, c'est il n'y a qu'une seule terre, on ne vit qu'une fois. Et qui c'est ce on? Ce on, c'est la population, ce sont l'humanité, et l'humanité, c'est pour moitié la jeunesse. Pour la moitié, ce sont une population donc, qui a moins de 30 ans. Et donc, nécessairement, cette urgence et cette jeunesse, on se rend bien compte que pour résoudre les problématiques auxquelles on fait face, donc que ce soit écologique, mais même autre, on va avoir besoin de la jeunesse, et plus particulièrement d'une jeunesse qui va être engagée. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Jules, tu veux y aller? Bonjour à tous. Par rapport à cette question, on a aussi une problématique qui est soulevée sur le fait de vivre qu'une seule fois. On peut vivre plusieurs fois en tant qu'entreprise. Un entrepreneur a plusieurs vies, plusieurs phases de vie et des phases de croissance ou de décroissance. Mais là, on fait appel surtout à la responsabilité en tant qu'être humain, en tant que personne. Au-delà du fait d'être un entrepreneur, c'est l'impact que l'on va avoir et le sillon que l'on va creuser pour engager et entraîner avec nous les équipes
dans cette trace. Antoine Riboud, lorsqu'il fait ce discours a été d'ailleurs repris par Geoffroy Roux de Bézieux qui a fait l'ouverture ce matin et commenté, était clairement précurseur. Il y a plus de 50 ans maintenant, avoir cette vision-là sur la responsabilité des entreprises et la vocation de se dire que nous n'étions que de passage et des utilisateurs simples de la ressource planète et de la ressource entrepreneuriale en tant qu'écosystème, fait qu'il y a un réel impact et un réel engagement supplémentaire sur nous en tant qu'entrepreneurs. Pour autant, moi je suis assez circonspect de voir la notion d'engagement parfois qui est prise au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire dans le top entreprise, enfin dans le top management de l'entreprise, et cette difficulté que l'on a à faire adhérer nos équipes, nos collaborateurs autour de nous sur ces sujets qui sont des sujets prégnants. On parlait de la mobilité juste avant, ce sont des sujets prégnants, pour autant on n'a pas une conscience collective encore assez forte et assez fédérée autour de ces sujets. Merci Jules. On va passer peut-être au deuxième extrait, parce que le temps tourne. Donc le deuxième extrait, c'est clair, la croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire à la qualité de vie, devra au contraire la servir. Yanis ? Ce passage est particulièrement intéressant puisque pour moi, on a un réel changement. C'est qu'on va actuellement, et les entreprises avec qui j'ai l'occasion d'échanger le disent, c'est qu'on a une problématique de recrutement. Pour moi, cette problématique de recrutement, elle n'est pas conjoncturelle, mais il y a quelque chose de beaucoup plus de fond qui est mentionné dans cette phrase justement, et sous ce terme de outil. Pour moi, demain, on ne pourra plus considérer la personne qu'on recrute comme étant un facteur de production, un outil de production, mais plutôt comme étant une individualité et partie prenante d'un projet, d'une mission, de la mission de l'entreprise et plus largement de la mission et de l'objectif de l'entreprise. À quoi elle va servir, à quelle problématique ou à quel besoin, tout simplement, elle va répondre. Et si on n'arrive pas justement à engager ces salariés dans cet objectif et en amont à l'école et même en amont au plus tôt possible de l'enseignement, à former des esprits entrepreneuriaux, pas au sens de créer une entreprise, mais au sens d'avoir une démarche innovante, de vouloir challenger l'existant ou même vouloir apprendre tout au long de sa vie, on ne pourra pas avoir cette croissance, je dirais, saine et du moins continuer à avoir des entreprises prospères. Justement, Jennifer, par rapport à ça, lorsqu'on préparait cette réunion, donc tu es présidente du COMEX 4031 du MEDEF, et le mantra du MEDEF, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Et justement, je crois que ton engagement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que femme, à ce niveau-là, est de véhiculer ces éléments dans ta boîte. Et donc, j'aimerais que tu puisses partager ça avec tout le monde aujourd'hui. C'était pas prévu. Merci Jules. Oui, effectivement. Donc, moi, je dirige une ETI familiale. Je suis la 4e génération, donc l'entreprise a 100 ans. Enfin, a eu 100 ans il n'y a pas longtemps. Et effectivement, le sujet de se réinventer et d'avoir une croissance responsable, ça a toujours été au cœur de notre stratégie. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a quasiment 100%, on fait du transport, de la logistique et de la distribution. Et aujourd'hui, notre flotte de véhicules est quasiment 100% énergie verte. Et donc, nous, c'est un peu de cette manière qu'on embarque nos collaborateurs. On donne du sens à ce qu'on fait, on décarbone les centres-villes et même les transports de plus longue distance. Et effectivement, je suis aussi la première génération de femmes à la tête de l'entreprise. C'est pas toujours facile dans le transport. Quand je suis arrivée d'ailleurs dans l'entreprise au CODIR, j'étais la seule femme et aujourd'hui, on est 50%, donc j'en suis très fière. Je pousse vraiment les femmes à l'entrepreneuriat et il faut absolument que tous nos conseils d'administration soient mieux représentés. Voilà, donc la croissance, évidemment, est importante dans nos entreprises, puisqu'on est également là pour créer de la valeur et de la richesse. C'est ce qui permet de faire vivre nos collaborateurs aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment plus dissocier cette performance et les valeurs, sociétales et environnementales. C'est quelque chose que j'essaye d'appliquer au quotidien dans mon entreprise. Et justement, cet été, à l'université d'été du MEDEF, donc à la REF du MEDEF national, il y avait un astrophysicien assez connu qui s'appelle Aurélien Barraud, qui a été assez pushy sur des propos
par rapport à la croissance, en interpellant d'ailleurs Geoffroy Roux de Bézieux ou des patrons du CAC 40, et en faisant allusion au fait que tant qu'on appellera croissance le fait de raser des écosystèmes de notre planète, on n'aura pas commencé à réfléchir. Et moi, j'aimerais avoir vos deux visions, chacun d'entre vous, sur ces propos, puisque on parle de croissance et d'impact en fait sur notre entourage, mais aussi au niveau entrepreneurial de manière plus large. Je vous rappelle que le discours a 50 ans. Et est-ce que vous trouvez ce point d'attention novateur et innovant? Sur cette partie croissance, le mouvement des jeunes entreprises, il est basé sur cette notion de croissance, mais pas croissance comme on l'entend au sens économique. Bien entendu, une jeune entreprise est là pour vocation aussi de croître, de se développer, de développer son activité. Donc on a cette notion de croissance économique qui est présente, qui est l'activité, qui est l'objet social. Mais la croissance, nous, on la mesure dans le mouvement des jeunes entreprises comme étant la montée en compétences. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, et je pense qu'il peut être un apprentissage pour les entreprises, c'est qu'on a depuis 50 ans des milliers d'étudiants qui vont dans les jeunes entreprises, qui passent leur temps libre et donc parfois plusieurs dizaines d'heures par semaine dans leur jeune entreprise pour leur propre expérience et pour monter en compétences. Ils ne retirent, j'ai envie de dire, que ça au final, mais c'est déjà énorme. Et donc, ils mesurent la croissance par rapport à leur croissance individuelle et leur performance individuelle et l'expérience qu'ils ont vécue. Et donc, cette notion de croissance, elle n'est pas uniquement économique, elle n'est pas uniquement quantitative, mais elle est aussi qualitative dans l'expérience que peut vivre chaque individu. Et donc, c'est aussi ça, je pense, qui est demandé par une forme de nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, c'est d'avoir aussi dans le monde de l'entreprise cette expérience qui ne soit pas juste comme étant, comme je disais au début, un facteur de production, mais davantage comme étant une partie de sa vie, un engagement dans un projet et comme j'ai dit, une montée en compétences et une partie à part entière de sa vie. Est-ce que tu penses que les chefs d'entreprise aujourd'hui qui ne vont pas prendre en compte ces facteurs vont passer à côté des talents ? Très concrètement, je pense que oui. Je pense qu'au vu de la tension actuelle du marché du travail et de l'offre disponible, on a aussi un changement sur le rapport de force et on a aussi une partie de la jeunesse qui aussi a l'option de l'entrepreneuriat, qui a l'option aussi de facilement partir à l'étranger, mais aussi qui a l'option, et pour beaucoup, de travailler dans des entreprises qui, pour elles, sont attirantes, pour elles, vont leur permettre d'avoir un parcours professionnel enrichissant et qui va leur permettre aussi de vivre, comme je disais, une expérience intéressante. Donc, je pense que c'est nécessaire pour les entreprises de prendre en compte ce facteur, sans quoi le recrutement sera impossible dans les prochaines années. Je vais un peu plus loin, mais est-ce que tu penses que prendre en compte ces facteurs permet de fidéliser aujourd'hui la nouvelle génération ? Parce qu'on voit très bien, on en a discuté quand on a préparé cette keynote. Pour toi, c'est tout à fait normal de changer d'entreprise. Enfin, les jeunes, en tout cas, changent d'entreprise tous les 1 à 2 ans. Pour toi, c'est normal. Nous, avec Jules, on n'était pas du tout d'accord. On a dit, on pense qu'on peut encore arriver à fidéliser nos collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'envie de tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle. C'est comment arriver... Enfin, moi, je veux dire, j'ai vu mon père, on est dans une entreprise familiale, les gens restaient toute la vie dans l'entreprise, en fait. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on arrive à fidéliser les jeunes, parce qu'on a envie, en fait, qu'ils grandissent avec nous et qu'ils partagent cette valeur. Et puis même au-delà de ça, il y a eu un changement de paradigme lorsqu'on préparait l'échange. On t'a fait part de notre point de vue sur le CDI et la valeur travail. Et pour nous, décrocher un CDI il y a 10 ans maintenant, c'était le Graal. Et moi, j'ai eu souvenir d'avoir célébré et fêté mon CDI. Et aujourd'hui, ce point sur la valeur travail, je pense qu'elle nous questionne tous. Parce qu'on parle de croissance, de développement, c'est très bien, mais avoir un turnover important dans nos entreprises pose question, la question du sens, et si on peut passer à la phrase d'après, parce que ça fait le lien parfaitement avec la phase d'après du discours d'Antoine Riboud. Peut-être pour rebondir sur cette partie sur de valeur travail, je pense qu'il ne faut pas opposer valeur travail et jeunesse. Je pense qu'on a une partie aussi de juniors entrepreneurs qui sont dans la salle et qui aussi ce week-end, dans notre congrès national, seront 1000 à se déplacer pour des formations, pour des temps d'échange pendant leur week-end. Moi, j'ai une équipe de 26 personnes bénévoles qui ont un emploi, qui ont un stage, qui sont à l'école en parallèle et qui aussi utilisent toute leur soirée pour le développement et leur week-end pour le développement du concept d'une entreprise. On n'a pas choisi la meilleure personne, en fait. Parce que
crois qu'on aimerait on aimerait tous vous avoir dans nos entreprises. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a chaque année 25 000 juniors entrepreneurs qui ont ce profil. Bon, évidemment, ce n'est pas suffisant pour l'intégralité des entreprises, mais on a aussi, évidemment, et je pense qu'on le verra aussi avec d'autres tables rondes, des jeunes qui s'engagent sur d'autres voies, qui s'engagent sur l'entrepreneuriat et qui, à un moment donné, vont passer dans l'entreprise et qui vont aller aussi retourner après dans l'entreprise, qui vont aller dans l'associatif. Je pense que cette porosité entre les différentes structures, elle est beaucoup plus présente, évidemment, mais je pense au contraire, c'est une richesse puisque chacun se nourrit de plus d'expérience. Alors, oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans la même entreprise et je pense que ça, c'est quelque chose qui est terminé. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on puisse en retirer une force pour faire en sorte qu'on puisse retirer de l'expérience que la personne a eue précédemment et aussi de cette fraîcheur continuelle que peut avoir les talents. Ça reste quand même assez compliqué à accepter d'entendre, de dire que c'est terminé, des gens qui arriveront à progresser, évoluer et se transcender pour le compte d'une entreprise ou d'un groupe. Mais on voit en tout cas qu'on a une différence de vision sur ce point. Au niveau du troisième extrait, alors je ne sais pas, il devrait s'afficher, mais je vais lire la phrase. « Cette croissance engendre des nuisances parfait, à la fois individuelles et collectives. Elle a souvent sacrifié l'environnement et les conditions de travail à des critères d'efficacité économique. C'est pourquoi elle est contestée et mieux parfois rejetée comme finalité de l'ère industrielle. » C'est-à-dire qu'en 1972, on a le PDG de Danone qui parle d'ores et déjà de finalité de l'ère industrielle. On n'avait pas eu le Covid, on n'était pas dans un contexte d'économie pleinement mondialisée. Et donc par rapport à ça, on parle de sens, la fierté d'appartenance dans une entreprise et de concurrence sur un marché du travail qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus disparate, avec l'arrivée du télétravail, de la possibilité d'avoir des collaborateurs qui soient à Shanghai, Hong Kong, Israël et New York, et qui travaillent tous pour la même entreprise. Mais aujourd'hui, on parle de croissance, donc aller chercher du développement, du business, et on s'est focalisé sur le comment réussir, et aujourd'hui arrive dans le monde du travail le pourquoi réussir, la question du sens. Et ça, aujourd'hui, pour nous, et par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais avoir ta vision sur le sens et comment faire adhérer les gens au sens commun de la vision patronale qui est celle, et souvent on oppose patron et salarié, mais qui est souvent commune et vectorielle. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, il y a cette partie aussi qui est commune. Et je pense à partir du moment où on cherche à trouver des différences ou créer des différences, c'est là qu'on commence à avoir un début de problème. Ensuite, je pense aussi que ça passe beaucoup par la perception qu'on peut avoir. Dans cette phrase, on a cette notion d'ère industrielle qui peut être perçue, alors je ne sais pas si on partage tous ce même constat, mais perçue comme quelque chose de négatif, cette ère industrielle, ou du moins de travailler dans l'industrie. On sort d'une semaine de l'industrie et on avait la semaine dernière un événement à l'Assemblée donc, avec Bruno Le Maire, où il est venu parler de l'industrie auprès des juniors entrepreneurs et de nos associations partenaires. Et il a vendu aussi d'une façon positive l'industrie. Et donc, une façon qui a aussi convaincu pas mal de personnes dans la salle et qui a poussé pas mal de personnes à aller se renseigner sur le monde de l'industrie. Et donc, je pense aussi à beaucoup cette image de visibilité, de comment est-ce qu'on projette, comment on présente son entreprise, comment on vend son entreprise et comment aussi on fait adhérer les personnes par ce biais. Alors, c'est au-delà de la communication, c'est vraiment porter les éléments, mais la mission d'une entreprise, on parlait le cas d'une entreprise familiale, la mission, ça peut être, comme tu le disais, oui, on décarbone, ça peut être, évidemment, on s'inscrit dans une certaine histoire. Ça, c'est des éléments qui sont forts et qui peuvent parler. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je n'ai pas de solution miracle pour tout le monde, mais du moins des juniors entrepreneurs, donc des étudiants que je côtoie tous les jours, c'est ces messages-là qui portent, c'est faire partie d'un projet. Et l'entreprise est un projet pour répondre à un besoin ou répondre à une mission beaucoup plus profonde. Et donc c'est pour ça qu'aussi on voit énormément d'entreprises qui recrutent énormément, qui n'ont pas de problème de marque employeur, notamment les entreprises dans la tech, c'est parce qu'elles ont aussi une proposition de valeur qui séduit, même si on voit que ça a tendance à évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette proposition de valeur elle soit basée sur les avantages de chacune des entreprises, que ce soit un avantage ou un engagement entrepreneurial, donc la liberté d'agir dans son entreprise, que ce soit l'engagement territorial, c'est-à-dire pouvoir travailler dans la région qui nous plaît, par exemple Toulouse, c'est quand même une belle ville pour travailler, ou encore l'engagement sociétal, comme on évoquait avec les enjeux RSE. Mais là-dessus, on a quand même l'impression que lorsqu'on recrute, et qu'on est en phase de recrutement, et je vais te poser la question à toi, mais aussi à Jennifer, on a l'impression que l'on doit vendre le concept de notre entreprise, vendre notre engagement,
vendre des perspectives de développement et aussi nous vendre à nous-mêmes pour dire, en plus de ça, on est engagé à vos côtés. Alors que depuis parfois plus d'un siècle, des entreprises perdurent et continuent d'exister. Et ça pose question. D'autant plus que tu dis les entreprises de la tech partagent et véhiculent ces valeurs-là. Pour autant, quand tu parles avec les entreprises de la tech et le secteur de la tech, ils te disent qu'ils n'ont jamais eu autant de turnover. Ils te disent que ces gens-là ont des difficultés très fortes à recruter. Alors que pour autant, la proposition de valeur est celle qui est attendue. Donc comment on arrive à retenir ces gens-là? Alors, début de réponse. Je pense qu'on a eu plusieurs changements. On a eu un changement technologique qui a poussé les boîtes à évoluer. On a un changement dans le mode d'organisation récemment avec le Covid, avec les modes d'organisation comme le télétravail, cette flexibilité dans le travail. Et je pense que on peut avoir aujourd'hui une évolution dans le mode du travail qui vient justement de cette partie recrutement et des profils, donc qui vient des profils eux-mêmes. Et donc j'imagine que ça peut être déconcertant aussi de devoir vendre quelque chose qui auparavant était quelque chose de désiré. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose à laquelle on fait face, ou du moins qui peut être une opportunité. Et donc obliger aussi les entreprises, alors je pensais au cas par cas, à revoir globalement un processus de recrutement et même plus largement revoir comment l'entreprise fonctionne, quelles propositions réelles pour les salariés. Alors évidemment, cette responsabilité, elle est de façon frontale aux entreprises, mais je pense qu'elle est beaucoup plus large et elle est aussi au niveau de l'individu. Et au-delà de l'entreprise, elle est dans les écoles, elle est dans les universités, elle est dans l'enseignement que va faire l'individu dans sa démarche entrepreneuriale et donc dans le fait de s'engager, que ce soit dans des projets qui soient des entreprises, des associations, des causes. Et donc je pense que cet engagement, si collectivement il se développe, on aura forcément vous aurez plus de facilité à recruter et globalement, on aura plus de facilité à faire ce matching entre le monde de l'entreprise et le marché du travail. Avec la difficulté quand même que bien qu'un chef d'entreprise soit toujours dans l'innovation, on va prendre le cas de l'entreprise de Jennifer, et je vais te poser la question, mais tes conducteurs, ils ne pourront pas télétravailler demain. Non, effectivement, c'est pas encore qu'ils peuvent télétravailler. On parle des camions autonomes, mais même là, il faudra qu'ils soient quand même dans le camion pour vérifier que tout va bien. Non. Les conducteurs, il y a toute une partie de la population qui effectivement ne peut pas télétravailler. Donc ça pose forcément des problèmes dans les entreprises d'inégalité. Je sais, non, mais je sais pas ce que tu attends que je dise, mais non, moi ma manière de voir les choses, et elle est assez on va dire, rapproché d'une conférence qu'il y a eu ce matin, c'est que le télétravail, oui, évidemment, il faut vivre avec son temps, mais je pense que le fameux sens, on ne peut pas demander aux entrepreneurs de donner du sens et de donner des valeurs et de porter des engagements si on n'est pas au moins 80% du temps dans l'entreprise et à sentir ce qui s'y passe et être au contact de son manager, de son collaborateur. Donc pour moi, le télétravail, oui. C'est vrai que je trouve dommage aujourd'hui de recevoir un entretien des jeunes qui ont ton âge et qui me demandent 100% de télétravail et qui me demandent aussi quel est le sens et les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, pour moi, c'est aussi le vivre ensemble, le partage. Ça, c'est des choses pour moi c'est des valeurs qui sont importantes. Pardon. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, quatrième question, il faut trouver des valeurs nouvelles recréant la qualité de vie dans la réalité industrielle du monde actuel. Donc, à l'époque où Antoine Riboud a écrit ce discours, qui a beaucoup choqué, il y avait une partie des entrepreneurs qui étaient pour le progrès et pour avancer très rapidement sur ces sujets, et une autre qui était plus réfractaire. La question que j'ai envie de te poser, Yanis, c'est aujourd'hui, toi et d'ailleurs les autres juniors entreprises, vous êtes beaucoup dans les entreprises. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui sont encore réfractaires et qui freinent des quatre fers concernant justement cette évolution? Oui, il y en a forcément. Il y en a même beaucoup.
On le voit auprès des juniors entreprises dans les projets qu'elles mènent ou du moins dans ce qu'elles peuvent rapporter sur leur stage ou autre. C'est qu'elles ne vont même pas avoir ce contact avec les entreprises dans lesquelles elles ont la perception comme étant quelque chose contre leurs valeurs. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont déjà venues nous voir pour que ce soit des partenariats, que ce soit pour juste un avis sur les juniors entrepreneurs, sur la jeunesse, en disant ouais, nous on a beaucoup moins de candidatures depuis quelques années et donc on aimerait nouer des partenariats, on aimerait bien faire des actions quoi. Et moi la réponse que j'ai à chaque fois elle est assez simple, c'est si déjà les candidats ne pensent pas à vous ou ne veulent pas aller vous voir, je pourrais rien faire de plus. C'est-à-dire que ça va être déjà un premier fil de la perception de l'entreprise dans la société. Aujourd'hui, si un étudiant, un junior entrepreneur, l'entreprise ne correspond pas à ses valeurs, alors que ce soit des valeurs écologiques, sociétales, justement de performance, des enjeux internationaux, je ne sais pas, elle va juste aller voir une autre entreprise dans laquelle elle sait que dans tous les cas, ça matchera avec son profil. Et elle sait, étant donné qu'on met plus en avant maintenant dans les processus de recrutement toute la partie soft skills, qu'elle aura aussi un avantage en étant en phase avec l'entreprise. Et donc, même si elle a moins de compétences, la personne, elle trouvera plus de sens d'aller travailler là-bas, elle aura peut-être plus de chances d'être recrutée. Donc, je pense que il faut retrouver des valeurs nouvelles, recréant. Il faut déjà que les entreprises aussi aient des actions concrètes et des réelles actions à démontrer à leurs salariés. Tu nous as donné un bon exemple quand on préparait, qui est une action qui a du sens. Donc, je ne sais pas si tu veux détailler, mais je trouvais que c'était une action qui, au-delà des intérêts de recrutement ou autre, avait donné un certain sens et un certain esprit de l'entreprise. Mais relativement à ça, justement, et c'est à toi que je vais poser la question de Jennifer, au niveau des valeurs nouvelles recréant la qualité de vie dans la réalité industrielle du monde actuel. Le monde actuel, on parle du monde de 72, avec des critères et des facteurs de pénibilité. Aujourd'hui, on va parler dans le transport, par exemple, de l'évolution des cabines et des châssis pour les conducteurs. Aujourd'hui, on a tout un système d'aide à la conduite, des capteurs qui facilitent tout ça et qui sont des leviers d'investissement très forts pour vos entreprises. Et on parle de ça dans le transport, on peut parler de ça dans l'industrie, dans la préparation de commandes, ça s'applique à tous les secteurs. Aujourd'hui, l'évolution technologique est quand même aussi au service de l'humain. On l'a mis souvent en opposition par rapport à l'humain, à l'être humain, mais c'est au service de l'humain. Et moi, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, et qui me gêne, c'est de dire à un moment donné, mais qu'est-ce que tu m'apportes ? Mais à un moment donné, on t'apporte juste le fait en tant que salarié de pouvoir te dire, nous, entrepreneurs, on fédère autour d'un objectif commun, c'est de tirer dans le même sens pour y aller et pour te permettre de te réaliser. Et donc ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un déficit de perception par rapport à ça. Alors, je ne sais pas comment toi tu le ressens, et c'est l'objectif de la question. C'est comment tu ressens ça, toi, dans ton entreprise, où tu es investi massivement pour le bien-être de tes collaborateurs sur des valeurs qui ne sont pas nouvelles pour toi, puisqu'elles ont toujours été là. Et aujourd'hui, on a l'impression que presque on était en opposition, encore une fois, le patronat, les salariés, c'était le méchant patron contre les gentils salariés, et on ne mettait pas à disposition les moyens nécessaires. Merci pour la patate chaude, Jules. C'est génial. Non, il y a deux types de profils, je pense, et on vit tous la même chose. Comment faire du politiquement correct ? L'objectif du COMEX 40, c'est d'être justement le poil à gratter du MEDEF. Tu es la présidente de ce mouvement territorial, donc je te repose la question. Repose ta question, vas-y. Au niveau des valeurs nouvelles par rapport à l'investissement, toi, que tu véhicules, comment tu sens la retranscription et la perception des salariés à aujourd'hui ? Je pense qu'il y a les salariés qui suivent les valeurs et qui suivent l'entreprise, et il y a ceux qui, comme dans toutes les entreprises, ne sont pas engagés. Et c'est toute la question de l'engagement, en fait. C'est aussi comment arriver à engager nos collaborateurs derrière un projet. Malgré tout, je te rejoins sur le fait que quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que les nouvelles générations, je pense, aujourd'hui, nous demandent qu'est-ce qu'on a à leur vendre, en fait. Et c'est là où c'est difficile, c'est que quand
on travaille beaucoup quand on a des collaborateurs et qu'on essaye de créer de la valeur, qu'elle soit financière ou sociale. On a toujours ce problème d'essayer de se vendre et on le voit dans les recrutements. Enfin, mon recruteur est là dans la salle. Quand il me recrute des nouveaux profils, il me demande même pas quel est le salaire en fait. Donc, ce qui m'arrange par ailleurs, hein, c'est pas trop mal. Mais il me demande pas quel salaire je donne. Il me dit qu'est-ce que tu as à offrir, pourquoi la personne va vouloir venir chez toi, qu'est-ce qui va être différent, est-ce que tu vas lui vendre des valeurs d'écologie. Alors je trouve ça génial. Mais en revanche, je trouve que les collaborateurs devraient aussi proposer et pas toujours être en attente, certains, hein, je parle attention, pas toujours être en attente de ce que nous, on va amener et de l'engagement qu'on peut avoir. Je pense qu'une entreprise qui réussit, c'est le patronat et les salariés qui s'engagent ensemble vers un projet commun. Sarah, j'ai été correcte ou pas ? Donc, et juste une dernière question que je voulais poser à Yanis, et on passera à la dernière question parce qu'il nous reste que 20 secondes. Enfin, la dernière. Est-ce que tu as vu qu'en 2018, il y a 18 000 étudiants qui ont signé un pacte comme quoi ils ne travaillent. Alors des étudiants de grandes écoles, hein, HEC, Polytechnique, les mines et autres, ils ont signé un pacte comme quoi ils s'engageaient à ne pas travailler dans des entreprises polluantes. Donc, est-ce que tu sens que 4 ans après, c'est toujours pareil, ou est-ce que le phénomène s'est amplifié? Et comment tu ressens ça aujourd'hui, toi? Alors, concrètement, oui, c'est toujours le cas, et ça rejoint le point de juste avant. Je pense aussi qu'il y a un contexte qui fait qu'on a beaucoup plus d'offres aussi sur le marché du travail. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui recrutent. Alors, la raison de ces recrutements, on ne va pas forcément l'évoquer, mais je pense aussi qu'il y a juste un effet mécanique évidemment, il y a plus d'offres disponibles, il y a plus d'entreprises avec des propositions toujours plus intéressantes, donc on rajoute des nouveaux critères. Alors, évidemment, les notions écologiques sont en premier plan. On va avoir des raisons salariales également, on va avoir des conditions de travail, on évoquait sur le point juste avant aussi le cadre de vie, l'agilité de l'entreprise. En fait, c'est une multitude de critères qui va permettre d'affiner le choix. Et donc, je pense que globalement, la lecture que j'en ferai, moi, c'est moins une perte d'engagement, puisque évidemment, je ne veux pas dire que les jeunes ne sont pas engagés, je trouve que ce n'est pas le cas, au contraire. Mais je pense que c'est davantage, il y a un inversement de la situation qui donne davantage de poids à la jeunesse pour justement choisir son entreprise et transformer les entreprises de l'intérieur. Et donc c'est pour ça que, et ce sera mon message de fin, c'est que pour moi il faut faire confiance à cette jeunesse, notamment les juniors entrepreneurs, qui ont par nature des profils qui sont innovants, entreprenants, qui veulent changer les choses, qui veulent prendre les choses en main, et qui sont des ressources inestimables pour l'entreprise, et plutôt que voir ça comme étant un challenge, plutôt voir ça comme étant une opportunité de transformer l'entreprise en laissant un maximum d'autonomie et d'agilité à ces profils. Merci Yanis. Je voudrais juste qu'on passe la conclusion du discours parce que je la trouve très belle et j'aimerais qu'on la partage. Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête et n'oublions pas que si les ressources d'énergie de la Terre ont des limites, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. Je trouve que cette phrase est extraordinaire. Jules, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, si ça t'inspire quelque chose en tout cas. Ce qui m'inspire surtout, c'est qu'on parle clairement de responsabilité et de valeurs d'engagement. Ces valeurs d'engagement, elles ne sont pas fonction que l'on soit patron ou salarié, mais qu'on soit plutôt des hommes et des femmes avec une volonté de changer les choses. Je pense que tous ici dans la salle, on est convaincus sur le fait qu'on a un pouvoir d'action à notre échelle, sur le fait d'agir pour être acteur d'un changement. Un changement le plus positif possible. On parlait d'énergie juste avant. Un changement volontaire, mais un changement aussi fédérateur, pour être conscient qu'on n'est que de passage, encore une fois, et que, encore une fois, l'homme a toujours su s'adapter, toujours, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque. Et donc, la dernière question qui te sera posée en guise de finalité et d'ouverture, c'est donne-nous un élan positif sur cette notion de jeunesse engagée. Je conclurai même sur les mots de la table ronde précédente qui était aussi sur la jeunesse. Évidemment, c'est une source d'espoir pour plusieurs raisons. Moi, je le vois au quotidien, évidemment, dans les juniors entreprises. On va avoir
des structures, quel que soit le territoire, quel que soit l'établissement, quel que soit l'enseignement, quel que soit l'âge, des projets, des volontés, aussi de la mise en œuvre de ressources, que ce soit aussi du temps, parfois plusieurs centaines d'heures par mois, pour justement leur propre montée en compétences. Et pour moi, ça, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Et donc, je conclurai là-dessus. Pour moi, la jeunesse, elle est source d'inspiration, puisqu'elle prend en main des sujets, elle prend une responsabilité, que ce soit la sienne ou pas, c'est pas le sujet. Finalement, la seule chose qui compte, et c'est le premier point qu'on a vu, c'est qu'il y a des urgences, quelle que soit l'urgence, qu'il soit écologique, que ce soit social, que ce soit dans les entreprises, que ce soit économique. On a la jeunesse qui représente une part non négligeable de la société. Et donc, si on allie les deux, on trouvera nécessairement des solutions pour changer les entreprises et donc, par extension, la société. Merci Yanis et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Merci, bravo à tous les trois.